Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Festival de l'Histoire de l'Art, organisé par l'Institut national d'Histoire de l'Art et le Château de Fontainebleau, sous l'égide du ministère de la Culture. Je suis très heureux de pouvoir introduire cette séance d'aujourd'hui et je vais brièvement vous présenter nos invités. Donc, tout d'abord, Thomas Sipp, qui est assis à ma droite. Thomas Sipp est auteur de films documentaires et professeur de cinéma à l'École des Beaux-Arts de Toulouse. Il a une vingtaine de films à son actif. Je voudrais citer à titre personnel son premier film, Tous les hommes sont mortels, mais également citer d'autres films que vous avez peut-être vus parce qu'ils ont été beaucoup diffusés, notamment deux films concernant la typographie, donc Safari Typo et Sacré Caractère. Et évoquer un film également qui, dans sa construction, dans son propos, a peut-être à voir avec le film d'aujourd'hui, un film qui s'appelle Madrigal, qui a été fait avec Giovanni Carreri, et qui, dans ce film, analyse l'influence de la Jérusalem délivrée du Tasse à travers des représentations de l'amour chez Carracci, Poussin et Tiepolo. Donc c'est un autre volet de cette confrontation entre des œuvres et une analyse d'historien de l'art qui va vous être proposée aujourd'hui autour d'un tableau de Bruegel. Donc ces historiens de l'art, c'est Michel Wymans qui est assis à la droite de Thomas, qui est professeur d'histoire de l'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et également commissaire d'exposition. Donc à Paris 1, il est professeur de l'art du Nord des XVIe et XVIIe siècles. Donc ces deux chercheurs ont une grande production académique, donc je ne vais pas vous citer tous leurs articles, mais je vais citer un ouvrage majeur que Michel a publié sur Hérimède de Blesse, et peut-être citer les expositions qu'il a organisées. Donc une image peut en cacher une autre, à Paris aux Galeries nationales du Grand Palais, et Fable du paysage flamand au Palais des Beaux-Arts de Lille. Il prépare une exposition qui aura lieu à Namur d'ici 2 ans sur Hérimède de Blesse. Donc Reinder Fackenburg est professeur d'histoire de l'art et de culture de la première modernité à New York University à Abu Dhabi. Il a eu une carrière de professeur à Leiden, aux Pays-Bas, mais aussi à Berkeley, aux États-Unis. Et il a été directeur du Netherlands Institute for Art History, le RKD de La Haye. Il a publié également de nombreux ouvrages, notamment sur Joachim Patinir et sur Jérôme Bosch, donc un ouvrage consacré au Jardin des Délices, publié chez Azan, qui a été publié notamment en français. Donc son prochain livre à paraître concernera Jeanne van Goyen et donc aura pour sujet Painting Bad. Donc Reinder et Michel ont une grande complicité intellectuelle et une grande amitié qui les ont fait écrire à deux un ouvrage sur Peter Bruegel. Et ils ont un projet d'exposition également à deux sur donc, la beauté de la peinture vulgaire dans la peinture néerlandaise du XVIIe siècle. Donc je leur laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre-Yves pour cette présentation. Je pense que je préfère vous laisser découvrir le film et ne pas parler avant le film. Je pense que c'est toujours mieux comme ça. Je voulais juste remercier Reinhard Falkenburg d'avoir fait le voyage depuis les Pays-Bas pour nous rejoindre aujourd'hui. Et puis aussi Yann Wiesoki, le musicien du film, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Voilà, merci Yann. Et voilà. Je vous passe la parole. En tout cas, bonne projection. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup, ça me fait très plaisir de voir tout ce monde pour une après-midi bien au frais, qui est une après-midi en 2 volets, je dirais.
c'est une double séance, puisque nous allons parler de Bruegel et de l'hiver, à la fois avec ce film et après le film, après la projection. Donc nous aurons un petit moment pour éventuellement une discussion s'il y a des questions. Et Yann, le musicien, pourra nous rejoindre, parce que vous verrez, la musique a un rôle important dans ce film. Et ensuite, nous présenterons 2 ouvrages, dont un qui vient tout juste de paraître, encore sur Bruegel, donc je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, avec Tine Merank et Sabine Van Sprang, qui font le plaisir, l'amitié d'être là aussi. Et voilà, je remercie encore, bien sûr, Reindert Falkenburg d'avoir fait le déplacement pour participer à la discussion et pour cette première, puisque c'est la première projection de ce film sur Bruegel. Reindert, would you like to say no? Later. Merci encore, bonne projection et à tout à l'heure. Le film dure 24-25 minutes à peu près. For me, the epitome of Breugel's painting is this winter scene that's part of the series of the seasons called The Return of the Hunters. The scene is so overwhelmingly present, a scene of nature is so overwhelmingly present that it dwarfs the human figures, and everything seems to be about the cold of a landscape that is entirely frozen and covered with snow. The sense of the cold weather, the cold air, the sense that you're almost freezing in front of the painting. Breugel's ability to really capture nature with paint in such a way that you feel, not just see, it activates all your senses. Your bodily senses, your bodily sense of winter. I think it stems from the pictorial treatment of the snow, which is very subtle. If you look in the far distance, for instance, you see how Bruegel uses light white glazes, very light transparent glazes, creeping like a winter fog, slowly enveloping the trees, the houses. And then, in other places, the white pigment thickens and accumulates on the branches. It's as if Bruegel's brush transforms the paint itself into snow.
For me, this pictorial virtuosity culminates in the foreground, where you see the hunters and their dogs soiling the surface of the snow. The dirty snow is turned into the most refined piece of painting. The houses that you see along the slope of the hill in the foreground are apparently extremely realistic representations of farmhouses, houses of a small village, as you could have found them at the time. This is also true for the village in the background, behind the scenes of people having pleasure on the ice. It all looks like what is called Flemish landscape, with the exception, of course, of these mountain peaks in the far, far distance on the right, which are often said to be a reflection of Bruegel's visit to Italy when he crossed the Alps and took in these dramatic shapes and reproduced them in and for themselves in a very realistic fashion. But the landscape as a whole, thus, is a composite carefully construed in order to suggest this intense feeling of frozen nature that captivates the people bodily, but also possibly mentally. One indication for that is the small scene in the foreground where you see hunters returning with a group of dogs from a hunt, apparently not very successful hunt, because what they have caught is just a fox. One of the reasons why this may be so is because they are so much captivated by the cold that they are huddled in their garments. They look down. They don't see, for example, that there's a trace, what appears to be a hair. They entirely discard it. They don't even seem to see it. Nor do the dogs who accompany them seem to see it. There's another element that relates to this in a way, apparently by way of contrast, the fire that people are lighting up to singe a pig, an activity that people used to do in November, December. This fire is very close to the house, and there is a strong wind blowing in such a way that the flames almost seem to reach the house. The man next to them carrying a table almost seems to tumble over a bucket of water because he's not looking in front of him. Further down in the icy valley, a chimney fire has broken out in a farmhouse far in the distance, causing people to rush upon the scene with ladders and buckets of water. This problem should have been foreseen by sweeping the chimney before winter begins. So there's another element of neglect or of carelessness or of lack of reflection on what you're doing, lack of sight, that this painting seems to make us aware of. Lack of sight and lack of attention, Bruegel insists upon to actually draw our attention.
You mentioned the hare or the deer prints unnoticed by the hunters. We can follow them one by one until they disappear just at the level of this amazing bunch of brambles in the foreground. The thorny branches pierce the thick blanket of snow and reveal a shadowy area where we could almost guess at the presence of the hidden rabbit. But what Bruegel has hidden here in the shadow under the snow is his signature, which we discover almost by surprise. So it is as if these traces in the snow, for the viewer who has an eye for detail that is better than that of the hunters, actually is rewarded by discovering the signature of the painter. You could say it's both paradoxical and ironical way of mixing the lack of attention and the necessity to be attentive. So what you're saying is that the painting, by showing lack of attention, draws your attention to the lack of attention. In a way, all these details in the foreground, they all invite us to suspect something hidden under the surface, to see the snow as the mask of the landscape. It may sound paradoxical since we know in painting everything is provided, everything is visible at the surface. We just have to look carefully. If we follow that way of looking, that could make us understand the signboard that is attached to the facade of the house. It has an inscription saying, "Dit is in den Hert, this is in the Stag," indicating that this house is an inn. Hardly visible is an image of the patron saint of hunters, Saint Hubertus, kneeling before a stag, which refers to the legend that one day when Hubertus was chasing a deer, he saw a vision of a crucifix stuck in its antlers. So the hunters do not pay attention to their patron saint when they pass by the inn, which is named after their patron saint. Now that you mention this, if we look more closely to the sign, I think Bruegel makes an additional pun, a visual pun. Hert in Flemish means deer, but also heart, and it's precisely what Bruegel shows here, a flaming heart. Humanist beholders could easily identify this common motif, symbolizing the encounter between man and God. But they could probably also see the irony of Bruegel. His indifferent hunters show precisely that this encounter does not take place. If we follow with our eyes the row of houses in the background, we discover several figures lurking in the dark, such as the figure, perhaps a woman, who is standing in the door opening in a somewhat mysterious, enigmatic way. And if you follow the line of these houses in the background, you would discover some vague silhouette in the darkness of the opening. There is another silhouette, hidden silhouette, maybe more threatening, a fowler in the center. We don't see him, we guess at his presence by the wire, connecting him to the bird trap. A little further down, there is another fowler tending his net. And when you are attentive to this part of the painting, you discover other bird traps,
starling pots lining a chimney and a house. Is it just fortuitous? Is it just because it's winter? Or should we link these bird traps to other traps? I mean, visual traps. Traps to fool the eye, such as the defecating dog at the bottom left. What we see may not be what we see, or what we think we see. The third could also be the power of the dog. Commentators have usually linked this scatological motif to Bruegel's humor, but such trivial details are not just comical. They aim to provoke trouble, perplexity. Sometimes they can even give a negative connotation to a zone of the painting related to sin or an evil presence. There is a man urinating in the opposite corner of the painting. Maybe he's there to invite us to have a better look at this area. Some houses vaguely resemble grotesque profiles, like the small brick house to the right of the bridge, with these dark spots suggesting a mouth and a nose, and these sort of black comas that are like the lashes of two closed eyes. But above all, there is this huge mill covered with frost, dominating the whole area. The more I look at it, the stranger it seems. The small window evokes an eye, and there is this enormous arch decorated with sharp stalactites. It looks like a gaping jaw. I know I'm on shaky ground here, but what Bruegel shows here is a potential image of the mouth of hell, camouflaged under the snow, all the better to suggest the hidden presence of the devil in the world. So you have in this landscape, which is very mundane in its depiction of human activities, if you will, an undersnowed notion of possible presence of the divine on the left side of the painting, and it has its counterpart in a subdued presence of evil on the right of the painting. In the upper margins of the landscape, you have an entire painting in the painting, featuring its own characters, the crows, whose black and disturbing silhouettes dominate the landscape. They are watching from above. They seem aware of the danger that threatens the reckless birds, approaching the trap just below. They seem to be waiting for something. I'm suddenly struck by the fact that if you carefully look at the branches of these trees in the foreground, how the smaller branches literally are branching out in all kinds of directions and start to create a whole network of interwoven branches that just visually gives you the sense of entrapment. It enhances your sense of these birds as somehow aware of what even humans are not aware of, dangers that are somehow are lurking in this pleasurable but also cold landscape. We should relate these
black silhouettes of the crows, of the birds, to the black silhouettes of the people frolicking on the ice. It's as if Bruegel is staging the cohabitation of two worlds, the trapped world of birds and that of men. Humanist beholders of the time were used to these analogies. They could probably recognize here an allegory for the precarious existence surrounded by temptations and pitfalls. Or maybe relate this to the sentence in the Bible: "The last judgment will surprise careless men like a trap." The spider web of the branches of the trees somehow communicate for those who see and have the bird's eye view that sense of danger is somehow carried by and buried in the ice on which these people are skating without being apparently aware of any kind of danger. Mm-hmm. And it is this play with awareness, unawareness, attention, suggestion of some kind of dangerous presence that, because it is suggestion and not spelled out, captivates the eye of the viewer. Actually, the whole painting is a trap. It functions like a trap, with this paradox that a trap is normally designed not to be seen, whereas here you have to see the trap. If we can make an analogy between the painting and a trap, it is in the sense of a mind trap, a trap for the mind. We enter this painting as in a labyrinth conceived to captivate our mind. And the eye. And the eye. It traps your eye in its infinite network of motives. It's interesting to think of the entire painting as a web of webs, at the center of which you see this bird trap. And then you realize that something similar happens to the viewer. So we become entrapped in this spider web of tensions because of our curiosity. So we are the fly or the insect that's stuck in and then tries to escape from the spider web. The modern commentator who probably best understood this painting is, for me, Andrei Tarkovsky in his science fiction movie Solaris. In one of the final scenes, the two heroes are in the library of the station where they contemplate Bruegel's Hunters in the Snow, reminding them of the earthly world, merging with their memories. They get lost in the details, and suddenly they become weightless. No one better than Tarkovsky in this scene has ever so well formulated the mysterious force of his landscape, the power of Bruegel's painting to captivate us, to trap us.
Alors, Sabine me fait une suggestion. S'il y a une ou deux questions maintenant, on peut répondre tout de suite à chaud. Mais comme il y a vraiment, je pense, des liens avec ce que Sabine et Tine vont présenter, on peut aussi faire peut-être une discussion après leur présentation, leur PowerPoint. Ça me semble une très bonne idée. Voilà. Mais peut-être juste Thomas va dire un mot ou deux sur le film comme réalisateur. Et voilà, et très, très rapidement. Bon, très rapidement, c'est... le pari, c'est vraiment de faire un film où on ne voit que la peinture. Ce qui est assez rare finalement dans cette durée, puisque normalement il y a beaucoup de films sur des tableaux, mais généralement le tableau est vraiment presque comme un plan de coupe, c'est-à-dire qu'il est utilisé toujours au service d'une parole, autre. Et là l'idée c'était vraiment de pouvoir plonger dans le tableau et de pouvoir d'une certaine manière... quand Michel disait tout à l'heure qu'il faisait beau dehors et qu'on allait voir un tableau d'hiver, etc., je pensais que c'est vrai que ce qu'on voit, à mon avis, dans le tableau, c'est comment on peut, dans le film, c'est comment on peut passer presque une vie aussi à regarder un seul tableau. Je pense que le film raconte un peu ça. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est cette espèce de... Comment on peut se perdre dans un tableau, d'une certaine manière. Parce que ce qui nous intéressait aussi avec Reindert et Michel, c'était aussi de ne pas fermer le tableau. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on reste avec beaucoup de questions, c'est-à-dire rien n'est résolu. Ce n'était pas du tout l'idée d'élucider un mystère ou de vous donner une interprétation fermée ou définitive du tableau. C'était plutôt ce qu'on voulait me montrer, c'est plutôt comment on peut regarder ce type de tableau, comment on peut entrer dans un tableau comme celui-là. Et c'était ça qu'on voulait faire. Et voilà, c'était un petit peu ça le projet. It's interesting, again, to see the film, and because it is not closed, you're looking at or into the painting. I was struck by the fact that the physicality, that the sense of physical entering the painting together with the hunters in the snow, they lead you really almost physically into the snow, into the depth of the landscape, is echoed at the end of the film by Tarkovsky's kind of levitation, almost like looping back to your position as a viewer. So I'm also making a comment as an art historian, forgive me. I only realized recently that the hunters are part of the iconography of the labors of the month. And the labors of the month in the Middle Ages and still at the beginning of the 16th century are considered to represent the type of task, the type of activity that not only represents a certain season, but is iconic for the season. It's also, it has an exemplary function for everyone who is thinking about not only agriculture activity, but also looking at such paintings. So they have an exemplary role. And that exemplary role is, in a way, subtly violated by the fact that they are supposed to pay attention, or we think they should pay attention to their patron saint, who is hanging, swinging in this strange shield, neglected shield that is hanging on one swing. So it's a neglected shield, already a sign that neglect is an important element of this painting. That they do not perform their exemplary role. That is to say, physically they do, visually they do, but if you start to think about it, it's in contrast. So just one example of how complex and interesting, almost ironic, this painting is. Juste un petit mot encore sur la capacité de ce tableau particulier à captiver l'attention. Quand on va au musée de Vienne où se trouve ce tableau, ce qui est frappant, c'est qu'il fait donc partie de la série des saisons, dont 3 tableaux sont à Vienne. L'un s'appelle Le retour des troupeaux, qui correspond au mois de septembre-octobre, et La journée sombre, qui correspond au mois de février-mars. Ce sont les 2 tableaux les plus sombres. La journée sombre porte bien son nom.
parce que ça correspond à la période de l'année la plus sombre. Mais la période de l'année la plus sombre, c'est décembre-janvier, qui est précisément ce tableau, qui est le tournant entre la fin et le début, la mort et la vie peut-être, parce que c'est vraiment cette dualité est présente dans ce tableau. Mais ce qui est frappant quand on voit ce tableau à Vienne, c'est que c'est le plus lumineux de la série, comme si la lumière émanait de la neige, du tableau lui-même. C'est une expérience qu'on fait devant l'original, avec cette lumière bleu-vert, blanche, qui semble émaner du tableau. Et ce que je trouve magnifique dans le film de Tarkovsky, c'est cette très longue séquence pour un film. C'est vraiment, ça dure plusieurs minutes, où dans un film de science-fiction, c'est très étrange, tout d'un coup, on est plongé dans l'univers de Bruegel, avec ce personnage, enfin ces deux personnages qui sont hypnotisés par le tableau de Bruegel, et d'une manière métaphorique, Tarkovsky dit d'une manière absolument sublime, la capacité d'un tableau à nous faire entrer littéralement en lévitation. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le film de Tarkovsky, c'est que Bruegel a beaucoup inspiré les poètes et les artistes au XXe siècle. Beaucoup de grands poètes ont écrit des poèmes à partir des tableaux de Bruegel, mais avec la chute d'Icare, c'est les chasseurs dans la neige qui a le plus inspiré les poètes. Ce qui m'intéressait, c'est que plusieurs de ces poètes, dont un anglais, Joseph Langland, insistent sur la dualité de ce tableau. C'est à la fois un tableau qui a une face riante, lumineuse, mais aussi une face sombre. Et Joseph Langland va jusqu'à anthropomorphiser certains aspects du tableau. Il parle des petites maisons qui ont des yeux, qui observent, des montagnes qui avancent, qui menacent les chasseurs. Et dans le cinéma aussi, donc il y a au moins 3 grands cinéastes qui se sont directement inspirés de ce tableau, enfin qui le mettent en scène dans leurs films, dont Lars von Trier, qui dans Mélancolia rend hommage à Tarkovsky et filme sur la musique de Wagner. C'est aussi un passage absolument sublime. Le tableau de Bruegel qui, petit à petit, est recouvert lui-même par de la neige, mais c'est une neige de cendres qui, à la fin, met feu au tableau. Donc, chez les poètes, chez les cinéastes, il y a aussi ce sentiment que c'est un tableau qui a une double face lumineuse, mais aussi menaçante, sombre. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'avec Reinders, nous avons essayé de restituer, à la fois ce piège que constitue le tableau et cette double face. Voilà, donc on va enchaîner avec l'hiver chez Bruegel, avec Sabine et Tine. Et puis, you will come back. HDMI, se trouve ici. Vous avez une télécommande, je vais regarder. Vous avez la télécommande. En fonction, vous avez le laser et vous pouvez passer le point. Je vais diffuser.
Voilà. Pendant la mise en place de leur PowerPoint, je vais en profiter pour présenter les deux intervenantes, Sabine Van Sprang et Tine Merank. Sabine Van Sprang est directrice de l'Academia Belgica, Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome, depuis 2018. Elle a été conservatrice au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, où elle a organisé plusieurs expositions très importantes. Je vais en citer donc quelques-unes. En 2007, en collaboration avec Joost van der Auwera, elle a organisé l'exposition Rubens, un génie à l'œuvre, donc au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, avec un très beau catalogue. La plupart de ces catalogues ont été édités en 3 langues, français, néerlandais, anglais. Elle a été en 2012 la commissaire de l'exposition Rubens, Van Dyck, Jordens et les autres, peinture baroque flamande, toujours au Musée royal des Beaux-Arts et au Musée Marmottan à Paris. Sabine Van Sprang a aussi été commissaire de la toute première exposition monographique sur le peintre bruxellois Theodor van Loon, donc présentée à Beaux-Arts à Bruxelles et au Musée national d'histoire et d'art de Luxembourg. De 2007 à 2017, elle a coordonné un grand projet donc, des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique dans le cadre d'un projet belgo-néerlandais City and Society in the Low Countries. Elle a publié de très nombreux essais importants sur le paysage, sur la peinture des artistes de la cour des archiducs Albert et Isabelle. Elle a publié un magnifique ouvrage en 2 volumes sur un peintre de paysage de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, Denis van Haslot, qui est paru dans la série Pictora Nova chez Brepols en 2014. Et tout à l'heure, Pierre-Yves Laborde parlait de la complicité que j'ai avec Reinder Falkenburg, mais il y a une très grande complicité intellectuelle et amicale entre Tine Merank et Sabine Van Sprang. Elles ont donc publié ensemble l'un des livres dont il sera question aujourd'hui, Bruegel et l'hiver, paru en 3 langues, publié en néerlandais, en français et en anglais par Mercator Fonds et Actes Sud, avec une superbe iconographie. Et tout récemment, je l'ai dans mon sac, je vais le sortir, le prendre, vous le montrer tout à l'heure, Bruegel et l'Italie, paru chez Peters, donc là en 2023. Tine Merank est professeure adjointe à la Vrije Universiteit de Bruxelles. Elle a obtenu son doctorat à Princeton et elle a travaillé en tant que chercheuse au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle a revisité les collections, notamment les tableaux de Bruegel et de Rubens, dans une perspective historico-culturelle. Ses recherches portent notamment sur les interactions entre les artistes, les marchands, les humanistes, les antiquaires. Elle est membre du comité de rédaction de Brill Studies in Netherlandish Art et de la revue Oud Holland. Et depuis 2022, elle est membre du Conseil des historiens de l'art néerlandais. Elle a publié notamment donc, ce magnifique livre sur la chute des anges rebelles de Bruegel, lui aussi paru en 3 langues et publié en français. L'éditeur Sylvana, oui. Peter Bruegel l'Ancien, La chute des anges rebelles, art, savoir et politique à l'aube de la révolte des gueux. Magnifique livre qui nous fait redécouvrir vraiment Sablot. Et bien sûr, un livre très important, Erudite Eyes, sur l'art, l'amitié et l'érudition autour de la figure de Abraham Ortelius. Et donc, ces 2 livres que je viens de citer, dont elles vont nous parler. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, ça va être très difficile de parler des tableaux de Bruegel après le très très beau film que nous avons vu il y a 5 minutes. Ce que nous allons vous proposer, c'est au fond une contextualisation en quelque sorte de ce que vous avez vu, dans la mesure où nous allons vous montrer des exemples qui ont inspiré Bruegel, qui permettent quelque part de comprendre les références qu'on a vues dans le film. Et nous allons aussi parler non seulement donc, des Chasseurs dans la neige, mais également des autres tableaux de Bruegel, les autres tableaux divers de Bruegel, en particulier celui que vous voyez à l'écran. Tine, je te passe la parole. Merci aussi évidemment à Michel pour l'introduction et pour votre présence.
Dans notre livre édité conjointement, Bruegel et l'hiver, Bruegel's Winter Scenes, historiens de l'art et historiens se sont penchés sur la relation entre les hivers de Bruegel et les réalités de son temps, en particulier le climat froid qui sévissait les Pays-Bas. Rappelons que si les paysages d'hiver avaient été peints avant Bruegel l'Ancien, ces scènes d'hiver sont considérées aujourd'hui encore comme l'archétype de l'hiver dans les anciens Pays-Bas, représentant des paysages enneigés, éclairés par un soleil pâle. Elles furent souvent copiées et imitées, contribuant ainsi à forger l'image canonique de l'hiver nordique dans notre imaginaire collectif. Les tableaux de l'hiver de Bruegel datent tous d'après 1560, entre 63, 66, peut-être 8, pour être précise. On vous les montre brièvement. C'est l'adoration des mages sous la neige, les chasseurs dans la neige, on a bien pu étudier, le paysage de l'hiver avec patineurs et trappes aux oiseaux, et le dénombrement de Bethléem, et le massacre des innocents, qui est non daté, mais qui est généralement daté entre 66 et 68. Or, il s'agit des années les plus froides du petit âge glaciaire au XVIe siècle, en particulier l'hiver 1564-5 est particulièrement froid. Se pose dès lors la question de la relation causale soulevée par plusieurs historiens du climat entre l'hiver en peinture et le petit âge glaciaire. Dans son récent ouvrage « Quand la nature se rebelle », de l'historien allemand, je vous cite la traduction, Philipp Blom, n'hésite pas à établir une corrélation entre les bouleversements climatiques et les troubles religieux d'alors, les premiers agissant, selon lui, comme des catalysateurs des seconds. Si les scènes hivernales de Bruegel n'ont pas proprement parlé suscité ce type de rapprochement, deux d'entre elles ont été, en revanche, maintes fois été interprétées comme une critique à peine voilée du régime des Habsbourg alors en place. Le massacre des innocents et, de manière corollaire, le dénombrement de Bethléem, que aucun ont considéré comme sans pendant, vu évidemment les conséquences bibliques dans l'histoire biblique. De son côté, la trappe aux oiseaux du paysage d'hiver fut parfois lue comme une allusion aux multiples pièges tendus par le pouvoir auxquels les habitants de l'époque devaient échapper. Notre analyse, dans le livre cité, des tableaux du dénombrement de Bethléem et du paysage d'hiver a montré que ces interprétations ne tiennent pas. J'ai ainsi montré que le dénombrement de Bethléem avait été peint pour Jan Vleming, un banquier d'affaires et marchand anversois prospère qui avait, à plusieurs reprises, prêté de l'argent à Marguerite de Parme, la régente, en d'autres pour payer des soldats, par exemple dans ce document, qui souffraient dans cette extrême et extraordinaire froidure. Ça sont les paroles extrême, extraordinaire froidure. Hein. On a entendu, entre autres, hier, Alexis Metzger parlant du terme extrême, exceptionnel. Bon, c'est le terme utilisé dans le temps. Les contemporains expérimentaient ce froid comme extrême et extraordinaire. Bruegel réfère, par certains détails topographiques, je ne peux pas aller en détail, mais il s'agit de la grange en arrière-plan, aux possessions de Vleming, en particulier à sa maison de plaisance qu'il avait acquise, comme beaucoup d'autres bourgeois, dans la campagne anversoise, précisément dans ces années 65-66. Ces allusions discrètes sont cependant mêlées de façon magistrale à des motifs issus de la tradition artistique et dévotionnelle pour offrir, au final, l'image d'un pèlerinage dont le message se veut universel.
De même, dans mon analyse du paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux, qui est un paysage beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir, il ne fait que 37 sur 55,5 cm, j'ai pu montrer qu'il s'agit à la fois d'une transcription amoureuse de la campagne brabançonne sous la neige et une image foncièrement construite qui semble nous inviter à une réflexion morale et aux conséquences de nos actes. J'y reviendrai. Mais pour l'heure, il est important de souligner que dans ces deux tableaux, donc tant le dénombrement de Bethléem que vous avez vu tout à l'heure que le paysage d'hiver, les conséquences désastreuses de l'hiver, les rudesses de l'hiver en particulier, ces années 1564-1565, n'apparaissent pas. À vrai dire, les tableaux d'hiver de Bruegel en général traduisent peu les souffrances liées aux conditions difficiles de l'hiver. Dans l'adoration des mages, on voit tout juste, au premier plan, c'est d'ailleurs le seul tableau où la neige tombe, donc on voit tout juste au premier plan quelques villageois occupés à couper du bois de chauffage ou traînant de lourds seaux d'eau puisée dans la rivière gelée, grâce à un trou pratiqué au premier plan, que vous voyez ici. Du coup, les joies de la glisse ne sont pas sans danger. Vous voyez cet enfant qui fait de la luge et qui, en fait, vous voyez, se dirige à reculons très dangereusement vers le trou au désespoir de cette femme-là qui tente de le prévenir. Mais donc, il n'y a vraiment que ces petits détails-là qui nous rappellent que les hivers pouvaient être effectivement catastrophiques, au sens véritable, pour l'humain. Or, ce sont précisément ces images, finalement, d'un hiver lisse, je dirais, d'un hiver heureux, qui, sans danger apparent pour l'homme, qui vont s'imposer, en particulier au XVIIe siècle, tant aux Pays-Bas méridionaux, mais peut-être plus encore aux Pays-Bas septentrionaux, donc en Hollande. Et en effet, Alexis Metziger a montré combien ces paysages d'hiver, qui connurent leur apogée au cours de la première moitié du XVIIe siècle en Hollande, montrent un hiver positif qui insiste sur les joies de la glisse. Les patins étaient une invention des Pays-Bas, qui firent d'ailleurs l'admiration de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci se demande comment faire les patins et demande à un ami de se renseigner lors de son voyage aux Pays-Bas pour savoir comment les fabriquer. Donc c'est véritablement les joies de la glisse qui sont mises à l'honneur dans ces tableaux du XVIIe. Le côté festif qui souligne aussi le fait que c'est une activité sociale qui réunit toutes les couches de la population. Donc ce caractère-là, Metziger les a interprétés comme une expression déjà d'une forme d'identité nationale, à un moment où les Pays-Bas septentrionaux prennent leur indépendance, mais aussi connaissent là un âge d'or économique. Mais peut-on en dire autant des hivers de Bruegel? Alors, les peintres hollandais connaissaient très certainement certains tableaux de Bruegel, et la preuve en est la représentation dans ce tableau de Avercam, d'Hendrik Avercam, qui a été un des tout grands peintres des paysages d'hiver hollandais. Eh bien, vous voyez qu'ici, vous retrouvez la trappe aux oiseaux, que nous avons vu tout à l'heure déjà dans Les chasseurs dans la neige, mais qui forme également, et j'y reviendrai bien entendu, un motif important dans le paysage d'hiver, avec trappe aux oiseaux précisément. Et remarquez un fait très important et très intéressant chez Avercamp, c'est qu'ici, vous voyez que cette trappe est représentée tout en bas à gauche, et elle est entourée de paysans et de personnages en fait en haillons. En fait, il représente ici, je dirais, presque comme un reliquat d'un monde paysan révolu, auquel a fait place une société bien plus opulente, cette société du XVIIe hollandaise, cette société d'un essor économique sans précédent. Mais encore une fois, ce motif qui, et là aussi j'y reviendrai, ne connaît pas d'antécédent. Donc avant Bruegel, dans la peinture, et de façon générale d'ailleurs, pas d'antécédent iconographique, ce motif, on peut véritablement aussi
l'interpréter comme un hommage à Bruegel. Alors, nous venons de le voir, les paysages d'hiver de Bruegel servent de réceptacle à des scènes de nature diverses. Nous avons évoqué des scènes bibliques, nous avons évoqué des scènes calendaires. N'oublions pas, les chasseurs dans la neige font partie d'un cycle calendaire, ou bien entendu, et ça on le verra tout à l'heure aussi, ce sont des tableaux fortement connotés d'un point de vue moral. Donc le succès de ces œuvres était sans aucun doute lié à leur contenu sémantique, mais nous pensons, Tine et moi, et là nous rejoignons tout à fait le film que nous avons vu tout à l'heure, que le succès de ce type d'œuvre est tout autant tributaire de l'extraordinaire capacité de Bruegel à peindre l'hiver. Je dirais qu'en ce sens, on peut presque dire qu'il est le précurseur des peintres climatiques, tels que l'a défini hier Pierre Watt, c'est-à-dire ces peintres capables de saisir la spécificité atmosphérique presque de la saison, du temps qu'ils entendent fixer. Pour revenir aux chasseurs dans la neige, sujet du film qu'on vient de voir, il faut rappeler que l'œuvre fait partie d'un ensemble, d'un cycle de mois ou de saisons, comme je pense c'est le cas. Et c'était un cycle peint par Bruegel pour une villa perdue, suburbaine, d'un autre marchand anversois, Nicolas Jongelink. J'ai récemment proposé ici le petit film pour évoquer la situation spatiale qui est donc perdue. Mais j'ai proposé qu'elle ait 6 panneaux d'origine, dont un est perdu, c'est un énigme de l'histoire de l'art, c'est l'automne. Mais donc les autres, j'argumente, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais à base des continuités, des horizons, j'argumente qu'en fait, on peut déduire qu'il décore les 4 murs d'un espace, donc probablement une salle à manger, créant ainsi une installation qui place le spectateur proprement au centre du cycle de la nature. Comme source pour ce cycle, les historiens d'art ont souligné à juste titre la tradition des calendriers, je pense qui a été aussi évoquée par Reindert, juste maintenant dans les questions. Mais Bruegel a peut-être, et on vient donc de publier un livre sur Bruegel et l'Italie, peut-être que Bruegel a également été inspiré par de nombreux cycles de fresques qui ornaient des villas et palais italiens. Lorsque les miniatures des calendriers, je vous montre juste un exemple ici, sont vues et lues de manière séquentielle sur les pages consécutives d'un livre d'heures, les fresques monumentales italiennes, comme les saisons de Bruegel, j'argumente, sont en tout cas vues dans l'espace, mais j'argumente, sont aussi faits pour envelopper le spectateur. Plusieurs cycles de fresques italiennes encapsulent le spectateur, comme par exemple ici, la Sala dei Mesi, ce sont les mois, du Castello del Buon Consiglio à Trente. Plus proche encore, mais jusqu'à maintenant très peu étudiés, sont les cycles de saison du Cinquecento qui décorent les frises de plusieurs palais et villas italiens. Une salle de saison avec une représentation de chaque saison sur chacun des 4 murs a été installée dans ce Castello Mediceo a Melignano, c'est dans la Lombardie. Et si ici les saisons sont essentiellement encore représentées, enfin pas encore, sont représentées de manière allégorique, les lunettes peintes pour la fresque, en haut, la fresque de la villa du pape lui-même, la résidence d'été du pape Jules III, illustrent les travaux saisonniers de la Terre qui annoncent proprement l'évocation atmosphérique des saisons de Bruegel. L'hiver est ici représenté comme un paysage couvert de neige avec des rivières gelées. Les arbres dénudés, avec une crête blanche sur les montagnes enneigées en arrière-plan, structurent la composition, ce qui n'est pas sans
rappelé les chasseurs dans la neige de Bruegel. L'une des deux panneaux consacrés, j'argumente, ensemble, qui constituent ensemble l'hiver dans le cycle des saisons. Si l'échelle des paysages hivernaux de Bruegel, on parle maintenant, sont sans précédent dans les Pays-Bas, leur insertion dans le cycle des saisons inscrivait donc bien clairement dans une tradition artistique autant flamande qu'italienne. Pardon. Bruegel a séjourné en Italie de 1502 à 1052 jusqu'à 53 environ. Comme nous concluons dans le livre que nous venons donc d'éditer, Bruegel se rendit en Italie autant pour constituer une clientèle à un moment que le succès du paysage nordique en Italie allait grandissant, que pour s'y imprégner dans la tradition italienne en matière de paysage. Dans une lettre à Benedetto Varchi, en 1547, le critique d'art Giorgio Vasari articule le rendu des conditions atmosphériques comme défi pictural. Je cite en traduction, « Le bon peintre contrefait parfaitement les vents, les rivières, les tempêtes, les pluies, les nuages, la grêle, la neige, les arcs